Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de American Psycho, de la psychopathie, de la violence, du milieu de la finance. C'est parti, générique. American Psycho est un roman écrit en 1991 par Bret Easton Ellis. Il a ensuite été adapté au cinéma au début des années 2000 par la réalisatrice Mary Harron. Et on retrouve dans le rôle principal de Patrick Bateman l'acteur Christian Bale. Bret Easton Ellis, il faut savoir qu'il est un petit peu comme Quentin Tarantino, c'est-à-dire que la plupart de ses romans sont interconnectés, ils se déroulent donc dans le même univers et les personnages reviennent souvent de manière récurrente et ils ont des liens de famille. L'écriture de Bret Easton Ellis, elle est véritablement sublime, même si elle est particulièrement froide et chirurgicale. Et de ce fait, quand on lit American Psycho, on a des moments véritablement de malaise. Pourquoi? Parce qu'il y a des descriptions particulièrement précises et chirurgicales de scènes, donc de meurtres, voire de torture. Donc de ce fait, c'est un ouvrage qui ne nous laisse absolument pas de marbre, et à l'époque, il avait soulevé de vives polémiques. Et qu'est-ce que ça raconte véritablement American Psycho? Eh bien, on suit l'histoire de Patrick Bateman, donc 26 ans, qui est ce qu'on appelle un gestionnaire de fonds dans la société Pierce & Pierce. L'action se déroule dans la ville de New York, plus précisément à Wall Street et dans le Upper East Side, et tout ceci donc se déroule dans le contexte des années 80 de l'ère Reagan. Patrick Bateman, c'est ce qu'on appelle un UP, c'est-à-dire un Young Urban Professional, jeune cadre dynamique qui travaille dans le milieu de la finance, qui touche donc beaucoup d'argent et qui vit dans un environnement urbain, que ça soit New York, Londres ou Paris, en quelque sorte. Et comme tu peux t'en douter, donc Patrick Bateman, il gagne beaucoup d'argent du fait de sa profession et il aime véritablement consommer, que ça soit des habits extrêmement chers, des produits de beauté, du high-tech dernier cri, mais surtout ce qu'il aime par-dessus tout, c'est montrer qu'il va dans les restaurants les plus huppés de la ville de New York et les plus chers. Ceux auxquels il faut appeler plusieurs mois en avance pour avoir une réservation. Et si tu n'es pas quelqu'un, tu n'auras pas donc de table. Il a une petite copine qui s'appelle Evelyn, même s'il aime véritablement la tromper avec plein de femmes et notamment des escort girls. Et en plus de ça, comme tout bon youpies, Patrick Bateman est un consommateur de drogue. Jusque-là, rien de neuf sous le soleil, on est véritablement dans le milieu de la finance. Mais plus on avance dans la lecture de l'ouvrage, plus on découvre la face sombre de Patrick Bateman. Et on apprend à la moitié du roman que ce dernier est en réalité un tueur en série. C'est-à-dire qu'il s'attaque souvent à des SDF, des prostituées, mais aussi donc à certains collègues de travail. Et plus on va loin dans le roman, plus on se rend compte à quel point il est sadique et pervers, et à quel point également il est un psychopathe. C'est-à-dire que donc il a des troubles qui sont particulièrement forts, et en plus de ça, il a une absence totale de remords, de sentiments, et il est particulièrement misanthrope avec un ego surdimensionné. Alors, le souci, c'est que Patrick Bateman est également un narrateur qui est pas vraiment fiable, parce que dans le roman, il y a des moments où on ne sait pas si vraiment il a commis certains crimes. Mais une chose est sûre, c'est que Patrick Bateman est un tueur en série psychopathe. Alors attention, tous les psychopathes ne sont pas de facto tueurs en série, mais nous reviendrons plus loin dans la vidéo sur cette notion. Alors il convient d'analyser véritablement la personnalité de Bateman. Tout d'abord, donc, comme je te l'ai dit, c'est un psychopathe tueur en série. Il déteste véritablement les SDF et il aime beaucoup les narguer en allant les voir avec des billets, mais en leur donnant absolument rien. D'autant plus, c'est que Bret Easton Ellis, tout le long de l'ouvrage, fait ce qu'on appelle du name dropping, c'est-à-dire que il cite explicitement le nom des marques que porte Patrick Bateman. Et d'ailleurs, Patrick Bateman, qui est le narrateur du roman, ne cesse de dire qu'il consomme en fait tel produit, qu'il achète telle marque de vêtements. Il analyse d'ailleurs toujours les autres par rapport à leur consommation. C'est-à-dire qu'il fait toujours des descriptions des autres par rapport à ce qu'ils portent et donc les marques. Il y a un paradoxe chez Patrick Bateman, c'est qu'il prend extrêmement soin de lui, donc avec des produits de beauté, il fait du sport, etc. Mais en même temps, il se détruit, il s'autodétruit, donc d'une part avec cette
part d'ombre qui le pousse à tuer, mais également donc par la consommation de drogue. Patrick Bateman est donc obsédé par les objets qu'il possède, tellement qu'en fait c'est les objets qui finissent véritablement par le posséder. Il ne vit que pour ça, il ne vit que pour acheter toujours le dernier costume, le dernier produit high-tech, etc. Et il aime se comparer aux autres et être au-dessus des autres en achetant le produit qui le placera au-dessus des autres artificiellement. Bateman, il a ce qu'on appelle un persona, un masque social, c'est-à-dire qu'il veut se présenter devant les autres comme quelqu'un de vertueux. Il aime aussi dire qu'il a des valeurs plutôt issues de la gauche, par exemple qu'il est inquiet pour l'écologie, pour les SDF, mais également pour les droits des Afro-Américains. Mais en réalité, il n'en a que faire. C'est un misanthrope, il déteste la nature humaine dans toute sa globalité, il ne pense qu'à lui. Et en fait, dans cet environnement-là, il n'y a que des gens avec des égos surdimensionnés, puisqu'ils sont obsédés tous que par eux-mêmes. Tellement qu'en fait, tout le long de l'ouvrage, ils se trompent fréquemment de nom, en pensant reconnaître par exemple un de leurs collègues, mais en réalité c'est pas lui, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, les autres n'ont que peu d'intérêt dans l'univers d'American Psycho. C'est d'abord le soi qui prime, et les autres ne sont là que pour se comparer. Les autres sont juste utiles pour en fait montrer à quel point on est au-dessus d'eux. Patrick Bateman est véritablement l'avatar de ce que dénonçait Michel Clouscar dans Critique du libéralisme libertaire, où en fait il avait démontré ce mariage entre les valeurs libertaires et le capitalisme qui devait se renouveler à un moment donné s'il ne voulait pas mourir. Et Bateman, il représente véritablement les excès du libéralisme libertaire, c'est-à-dire des individus qui veulent jouir absolument de tout, à la fois de la sexualité, mais aussi de leur achat ostentatoire et de la drogue. De plus, sur la question de la drogue, Clouscar avait notamment signifié que la drogue était un produit qui était l'aboutissement de la société de consommation. C'était rare, c'était exclusif, il fallait en prendre donc pour que le bourgeois puisse se sentir donc dissident et rebelle face à la société, alors que justement il la façonne en quelque sorte. Et donc Michel Clouscar faisait également une division entre les drogues, celles qui avaient donc des effets excitants et celles qui ont des effets qui visent donc à nous calmer, etc. Et en fait donc Patrick Bateman alterne entre les deux. Il va prendre de la cocaïne pour se booster pour sa journée de travail, et également des antidépresseurs pour se calmer. C'est ça qui va créer pour Clouscar également ce qu'on appelle le cycle de dépendance. Cette critique donc du libéral libertaire de Clouscar, on peut la mettre en parallèle avec des hommes comme Jerry Rubin, qui étaient véritablement des sortes d'hippies libertaires qui en fait ont beaucoup œuvré dans les années 68, donc avec tout ce qu'on connaît, etc., les mouvements de cette époque-là, mais qui à partir des années 80 sont devenus des chefs d'entreprise, des yuppies en quelque sorte. Donc on voit cette espèce de paradoxe qui est véritablement ce que dénonce Clouscar. Patrick Bateman, il a beau détester tout le monde, la seule personne qu'il considère véritablement, c'est sa secrétaire Jean, qui est d'ailleurs amoureuse de lui secrètement. Il a presque une sorte de mépris, mais à la fois une certaine tendresse pour Jean, et en fait c'est probablement celle qu'il apprécie le plus. Pourquoi? Parce que c'est la moins superficielle. C'est-à-dire que dans l'univers d'American Psycho, certes Patrick Bateman est le plus dérangé puisque c'est un tueur en série, mais en réalité toutes les personnes qu'il côtoie sont des individus profondément malsains. D'autant plus, c'est qu'il y a un autre paradoxe chez Patrick Bateman, c'est que des fois il va avoir un ego surdimensionné, il va prendre les autres vraiment pour des déchets. C'est le cas notamment donc des sans-abri ou des gens qui travaillent dans les vidéoclubs, etc. Il les méprise et il souhaite d'ailleurs les tuer pour ça. Mais de l'autre côté, il va être des fois dans des moments de profonde solitude où il va se sentir véritablement médiocre face aux autres. À un moment donné, dans le film et dans le livre, il compare donc sa carte de visite avec celle des autres, et il se rend compte à quel point sa carte est moche par rapport à celle notamment de Paul Allen. Donc il va être frustré. Il y a un autre moment dans le livre où lors d'un repas, il conseille à l'une de ses amies de pas boire du Coca Light mais du Pepsi Light. Et tout le monde va le regarder un petit peu bizarrement parce que personne n'aime le Pepsi dans le lot, et il va limite pleurer sur sa chaise parce que il va se sentir comme une merde en quelque sorte. Mais American Psycho est bien plus qu'un roman qui vise à décrédibiliser, dénigrer la société de consommation, avec un Patrick Bateman qui est l'avatar de tous les excès donc de cette société-là.
puisque le roman pose une question qui est assez intéressante, c'est la notion de mal. C'est-à-dire, est-ce que le mal est inhérent aux individus? Est-ce qu'on peut naître mauvais? Est-ce qu'on peut naître avec le mal absolu en soi? Ou est-ce que c'est la société qui va nous corrompre? Donc il y a deux visions du monde, celle de Rousseau, l'homme naît bon mais il est corrompu et perverti par la société, et celle de Thomas Hobbes qui vise à dire non, l'être humain peut être mauvais par nature puisque l'homme est un loup pour l'homme. Depuis quelque temps, je me suis aperçu qu'il y a une mode dans les films hollywoodiens qui vise de plus en plus à faire ce qu'on appelle des origin stories, désolé pour cet anglicisme dégueulasse, c'est le cas de Disney notamment avec le film Cruella, c'est-à-dire c'est des films où on essaye de montrer que le méchant n'est pas vraiment méchant de par sa nature et qu'il n'est pas né comme ça, mais qu'en fait il a une origine ou une histoire qui explique pourquoi il est devenu méchant. Donc c'est-à-dire c'est une idée qu'on retrouve beaucoup à gauche, qui est rousseauiste et presque relativiste, de non, ne vous en faites pas, personne n'est véritablement méchant, c'est toujours à cause de la société qu'une personne va embrasser sa part d'ombre et donc le mal. Alors il y a plusieurs ouvrages qui peuvent nous aider à répondre à cette question de est-ce que l'humain est né bon ou mauvais. Et en fait, on a notamment Mindhunter qui a été écrit par John Douglas, qui était donc profiler au FBI et qui analysait et qui s'est entretenu avec de nombreux tueurs en série. Et lui, il arrive à la conclusion que la plupart des tueurs en série finissent par tuer parce qu'en fait, ils sont nés dans un environnement familial particulièrement délétère, où les parents ne leur donnaient pas d'amour, et en plus de ça, il y avait une consommation de drogue ou d'alcool. Ça rejoint donc la théorie de l'attachement de John Bowlby, qui signifie que les bébés notamment sont des créatures de sens, qu'ils ont besoin de l'amour de leurs parents et en particulier de leur mère pour devenir des individus sains et construits. Et donc si on manque de cet amour originel là, on va avoir un manque tout le long de notre vie et ça va pouvoir nous amener à avoir des comportements impulsifs, voire même violents. Donc tout ça, ça rejoint un petit peu la théorie de Rousseau, c'est-à-dire l'être humain qui naît bon mais qui est perverti notamment par ses parents, etc. ou qui a manqué d'amour. Mais ça serait beaucoup trop simple de dire c'est seulement à cause de la société. Et il y a des chercheurs qui notamment se sont penchés sur une prison en Finlande où ils ont analysé 800 donc des détenus. Ils se sont rendus compte que chez la plupart d'entre eux il y avait deux gènes un petit peu problématiques, le MAOA et également le CDH13. Et les deux sont en fait des gènes qui sont responsables à la fois de l'impulsivité et de la violence, puisqu'il règle notamment les flux de dopamine, etc. Mais on s'est rendu compte que chez certains détenus, il y avait des anomalies au niveau de l'amygdale, qui est la zone du cerveau qui va gérer les émotions. Donc, même si cette étude elle a été décriée et qu'elle a fait polémique, il n'en demeure pas moins qu'il est possible qu'il y ait des gènes qui soient également responsables dans le comportement violent et dans la possibilité donc de tuer. Ce qui fait que donc on pourrait naître avec des envies meurtrières très tôt, indépendamment donc de notre milieu social. On peut citer par exemple le tueur en série Richard Angelo, qui a tué plus de 25 personnes en sa qualité d'infirmier, puisqu'en fait il est tué dans le cadre de son travail. Et en fait, ce dernier venait d'une famille saine, qui avait de l'argent, qui était aimante, et il a fait beaucoup de sport dans sa vie, etc. Donc c'était un individu qui semblait véritablement normal et qui venait d'un milieu sain, et pourtant il a tué 25 personnes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut être psychopathe, mais pas forcément tueur en série. Et c'est ce qu'a démontré donc James H. Fallon, qui a regardé les images donc de cerveau de certains tueurs en série, et notamment le sien, et il s'est rendu compte que lui aussi il avait des anomalies qui pouvaient justement faire ressurgir des envies meurtrières, etc. Et en fait il s'est rendu compte qu'il était lui-même psychopathe et que dans sa famille, en analysant son arbre généalogique, il y avait eu 7 tueurs avérés. Mais en fait, James H. Fallon, il n'a jamais eu véritablement des envies meurtrières et il n'a jamais tué en soi. On peut être psychopathe, c'est-à-dire avoir des troubles, avoir un ego surdimensionné, avoir une abolition donc de certains sentiments, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'on va pas de facto tuer. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de Patrick Bateman, il travaille dans le milieu de la finance. Et il y a notamment le psychologue Robert Hart qui a écrit Snake in Suit et qui s'est rendu compte que dans le milieu de la finance, il y avait
un nombre très important de psychopathes, c'est-à-dire que à l'échelle de la population mondiale, c'est à peu près de l'ordre de 1% de psychopathes, tandis que dans le milieu de la finance, on serait à 10%. Et Robert Harr, en écrivant Snake in Suite, il s'est rendu compte que certains psychologues qui travaillaient à Wall Street, etc., lui disaient qu'il était même probable que ce chiffre soit beaucoup plus important et que ce serait plutôt de l'ordre à 30 voire 40% de psychopathes qui travailleraient dans le milieu de la finance. Alors pour Robert Harr, en fait, ça s'explique, c'est-à-dire que c'est des milieux qui demandent certaines caractéristiques qu'on retrouve chez les psychopathes. Et on l'a vu notamment en 2007 avec la crise des subprimes, où les traders ont montré une forme de désintérêt pour les gens qu'ils ont envoyés au casse-pipe et qu'ils ont ruinés. Et en réalité, ce sont presque même des critères de sélection, c'est-à-dire que les critères de la psychopathie seraient des critères intéressants si on veut donc recruter des traders, etc. Donc tout ça pour dire que American Psycho est un roman qui est véritablement d'une richesse absolue, même s'il est d'une violence qu'il est tout autant. Alors je vous invite bien sûr à le lire, ou à défaut à au moins regarder le film, puisqu'il est excellent, puisqu'on a donc un Christian Bale qui campe parfaitement Patrick Bateman. Et véritablement, c'est un livre qui a réussi à sonder une partie donc de la psyché humaine. Et en soi, on retrouve certains concepts que je vous ai explicités dans la dernière vidéo sur Carl Jung, notamment le persona, c'est-à-dire que Patrick Bateman, il a une sorte de persona, il se montre vertueux, etc., devant les autres, mais en réalité c'est un homme profondément dangereux et malsain. Et il y a également le concept de l'ombre, puisque Patrick Bateman a embrassé donc complètement sa part d'ombre, puisqu'il tue. Donc c'est un livre qui est véritablement intéressant et qui soulève donc un bon nombre de questions qui vont bien plus loin que la simple critique du capitalisme. Toujours est-il, c'est que j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'hésite pas à aimer, commenter, à la partager, et on se retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo. C'était le Doc, ciao les bons.